ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie, qui est ostéopathe et qui est le fondateur et le créateur de Biotonix. Donc, Sylvain Guimond, on le connaît aussi comme docteur en psychologie à l'antichambre, mais il a vraiment aidé énormément de personnalités dans le monde sportif pour leur posture et aussi... au niveau biomécanique, au niveau de la posture, puis au niveau de la psychologie du sport. Oui, exactement. Puis là, on entend parler de toi aussi par plein de gens dans différents types de sports. Oui. Donc, moi, j'ai lu dernièrement le livre de Gabriel Philippi. Oui, Gabriel. Puis, il parle de toi là-dedans. Fait que tu l'as vraiment, lui, aidé plus au niveau psychologique que physique. Là. Oui, pour les gens qui ne savent pas, Gabriel, c'est un alpiniste qui a fait, c'est probablement au Québec, celui qui a fait le plus de versants. Puis, il a fait le versant du Mont Everest, du côté nord et du côté sud, qui est le premier Québécois à l'avoir fait. C'est un homme incroyable. Et je recommande de lire son livre. On a fait une émission ensemble, nous, qui s'appelait Vers les sommets, tout ça avec G. Puis c'est aussi, vous allez trouver ça sur le web. C'est des émissions qui ont été créées toutes pièces. C'est vraiment très, très beau. C'est très motivant. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination. Je l'aime beaucoup. Gabriel, moi, j'ai lu son livre en 2 jours. Hein. Ah oui, je l'ai gobé. Là. Mais je le recommande à tout le monde d'aller chercher le livre de Gabriel, justement. Gabriel Philippi. Gabriel Philippi, effectivement. Mais toi, Sylvain, écoute, on entend parler de ton parcours, que tu as créé la machine Biotonix, tout ça. Mais là, mis à part le parcours, il y a sûrement à un moment donné, il y a quelque chose d'autre. Parce qu'à un moment donné, on se dit, on se fixe des buts, des objectifs, tout ça. Tu en as atteint plusieurs. Maintenant, une fois qu'on les a atteints, ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pas l'objectif qui compte, c'est le parcours qu'on va avoir pendant qu'on fait l'objectif. Fait que pour moi, j'ai jamais eu la prétention que j'étais rendu. Je suis jamais rendu. J'avance tout simplement. J'ai un endroit, un idéal que je veux atteindre, mais pour moi, il n'a jamais été atteint à date. Mais est-ce que je m'en rapproche? Oui, énormément. Okay. Je m'en rapproche, puis je suis quelqu'un qui aujourd'hui est de plus en plus heureux. À travers tous les échecs que j'ai pu vivre, à travers certains succès, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime les gens. Et j'aime les gens profondément. Et lorsque je fais des conférences, puis je me promène, c'est épuisant, c'est exigeant. Ça me demande de me déplacer beaucoup, je rencontre beaucoup de monde. Mais je suis tellement nourri par la suite. Et probablement c'est là que je comprends les gens comme Céline qui disent je me suis pas rendu au sommet. Elle me dit Sylvain, moi je me suis pas rendu au sommet. Elle dit je suis redescendu doucement. Elle dit j'ai commencé ma carrière avec la tête dans les nuages. Puis doucement, René puis ma famille qui était déjà très terre à terre m'ont fait descendre doucement. Puis aujourd'hui, j'ai jamais été aussi groundé que je le suis aujourd'hui. Et ça, elle me dit ça cet été. Et je trouvais ça drôle de quelqu'un qui a réussi aussi bien qu'elle, de dire que dans la vie, on ne monte pas, mais on descend à venir ici, puis être bien grondé avec les gens qu'on aime, puis les gens autour de nous autres. Puis trouver des gens qui nous font grandir, puis qui nous rendent plus beaux. Plus beaux dans tous les sens du mot. Puis aujourd'hui, c'est un peu ce qui se produit de plus en plus dans ma vie. Donc, je commence à goûter un petit peu plus au bonheur là, de mes enfants, l'endroit où ils sont rendus dans leur vie, des gens que je rencontre, les conférences que je donne, les gens qui sont avec moi dans mon entreprise, les gens qui partagent ma vie, je suis choyé. Fait que là, dans le fond, tu n'es plus dans le faire, tu es dans le être. Plus, oui. C'est drôle parce que dans ma conférence, justement, Louis, je parle de le mot être, le mot faire et le mot avoir. 3 choses que souvent on va mélanger ensemble. Puis, dans un des livres que j'ai écrit, ça s'appelle Le succès, le leadership, une histoire de Q. Le Q, c'est le quotient intellectuel. Hein, le quotient, les différents types de quotients. Le premier, c'est le quotient intellectuel, c'est les connaissances que j'ai, donc le savoir. Mais ce savoir-là, il sert seulement si je le fais savoir. C'est pour ça que ça s'appelle connaissance. Quand je partage avec toi, tous les deux, on renaît à quelque chose d'autre. Donc, il faut le savoir-faire, il faut le faire savoir. Et ça, c'est le quotient relationnel. Comment je rentre en relation avec toi, comment je vais partager ce que je suis, mais aussi prendre de ce que tu es. Et ensemble, on devient autre chose que juste 2 individus. Et l'autre point, c'est le quotient émotionnel, c'est le savoir-être.
Et c'est lui l'être, c'est le quotient émotionnel. Comment je suis capable de lire tes émotions lorsqu'on est ensemble, et comment je suis capable de lire les miennes aussi, comment je suis capable qu'on puisse se comprendre comme être humain à travers nos vulnérabilités. OK. Parce que c'est là que se cache la beauté de la vie, dans la vulnérabilité de chacun des êtres humains qu'on rencontre et qui la partagent avec soi, avec vous et avec elle-même. Quand on fait ça, ça permet à deux personnes d'être totalement authentiques ensemble puis d'être généreux. Donc, quand on a ces trois points-là, on réussit bien. L'autre, c'est le quotient humoristique, c'est le savoir-rire. Donc, savoir que on va tous mourir de toute façon. Fait que c'est la première peur qu'on a, c'est de mourir. La deuxième, c'est de souffrir. Donc, j'ai une nouvelle pour vous autres. Vous allez tous mourir, puis vous allez tous souffrir. La troisième, c'est de parler en public. Donc, c'est la peur d'être jugé. Et une nouvelle pour vous, vous allez aussi être jugé. Peu importe ce que vous Même si on parle pas en public, on est jugé pareil. Tout le temps. Ouais. L'être humain, c'est dans sa nature de faire ça. Mais le jugement, donc, ça ment quand on juge. Donc, le moins de jugement possible on peut avoir dans notre vie, mieux c'est. Ah, j'aime ça. Oui. Le jugement. Et là, quand je parle pas des juges de la cour. Non. Me retrouver là, c'est le jugement qu'on se fait de quelqu'un ment. Quand on juge, ça ment souvent. Parce qu'on ne sait pas toute la réalité de l'autre personne. Exactement. On n'est pas dans les souliers de l'autre, on ne connaît pas sa vie. Donc, comment je peux juger quelqu'un d'autre? Je ne suis pas placé pour ça. Personne ne l'est non plus. Non, mais tout le monde, on le fait constamment. L'autre, c'est le quotient, le QQ, de savoir qu'on ne sait pas. Le quotient du questionnement. Donc, se poser la question constamment. Est-ce que je suis en train de faire? Ce que je fais, est-ce que ça me convient? Puis ça, c'est de l'introspection qu'on fait. Puis cette introspection-là me permet de me rapprocher de qui je suis. Donc, mieux je me connais, plus les décisions que je vais prendre vont être en accord avec qui je suis. Quand j'ai un manque de connaissance de moi, ben il y a des chances que je vais faire des actions. Je vais peut-être même répéter certaines actions. Puis je vais me retrouver avec toujours les mêmes genres de réponses, les mêmes situations. Puis je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est juste parce que je ne me connais pas. Donc, si on apprend à se connaître, ben on va réussir beaucoup mieux. Et le dernier, mais c'est le QM, c'est le quotient motivationnel. C'est le savoir pourquoi. Et ça, c'est le début. Le fameux why, là, qu'on entend. Là. Okay. Pourquoi, qu'est-ce que je veux? Puis, en fait, le savoir pourquoi, qu'est-ce qui me motive vraiment? C'est quoi la motivation intrinsèque puissante qui fait en sorte que j'ai trouvé ma place? Le X, là, que les gens vont parler. Là. Mais c'est le pourquoi. Et à chaque fois que je suis avec vous, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, la personne à qui je parle, elle, dans sa tête, ce qu'elle se pose comme question, c'est « What's in it for me? » Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Dans n'importe quelle situation, les gens, on est tous le centre de l'univers. Je suis le centre de l'univers. Les gens qui nous écoutent le sont aussi, vous l'êtes. Donc, vous voyez la vie qu'à partir de vous. À partir de ce moment-là, si moi, je veux entrer en relation avec vous, mon premier point, c'est de m'intéresser à vous. Parce que c'est ce que vous intéresse le plus, c'est vous. Donc, si je veux être en relation avec toi, Louise, je dois, moi, en premier, m'intéresser à toi. Par la suite, ça sera le temps de t'intéresser à moi. On aura créé une relation. Donc, si vous voulez être intéressant, montrez-vous intéressé. C'est la seule façon de faire. Parce que sinon, si ce n'est qu'à propos de moi, ben, les gens ne peuvent pas rentrer en contact avec moi. Leur univers leur appartient, le mien m'appartient. Pour partager les deux univers, il faut que moi, j'ouvre en premier lieu à aller vers la personne, et ensuite la personne va venir vers moi. Parce que c'est quand je tends la main que la personne peut vraiment prendre la main, puis qu'on peut créer une relation ensemble. Après ça, c'est ça qui fait que c'est gagnant-gagnant. Oui, parce que les gens, ce qu'on a besoin, c'est, on a besoin de sécurité. Donc, si je vous rassure qu'en étant ensemble, vous allez être en sécurité, donc vous allez être capable de baisser vos défenses, et là, on va être capable d'avoir une relation qui va être d'égal à égal, où on va échanger. Des fois, ça va varier, des fois, ça peut être dominé, un petit peu dominant, mais jamais toujours du même côté. Donc, on a un échange qui est correct. Ensuite, la deuxième chose que les gens veulent, ben, c'est ils veulent être bien avec eux-mêmes. Qui ils sont, ils veulent être reconnus. C'est le sommet de la pyramide de Maslow. Puis lorsqu'on a atteint ça, ben, on veut s'accomplir. Puis dans l'accomplissement, le côté, c'est le côté de sentir qu'on est important pour quelqu'un d'autre. On ne vit que dans la tête et le cœur des gens, nulle part ailleurs. Donc moi, je vis que par le reflet que vous me redonnez de moi. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'explique en conférence et probablement, je crois que je suis une des seules personnes à l'expliquer de cette façon-là. Je ne sais pas si les autres l'ont vu comme ça, mais pour moi, c'est une révélation. Je me suis imaginé que si j'étais seul, mais que personne ne pouvait rentrer en contact avec moi, donc je suis
ici dans la journée, mais j'ai aucun contact avec aucun être humain. Un jour, je mourrai sans jamais de toute ma vie avoir entré en contact avec aucun autre être humain. Personne n'aura l'image de ce que je suis, donc je partirai et j'aurai laissé rien. Ouais, okay. Donc, j'habite le cœur et la tête des autres. C'est la seule place où je vis vraiment. C'est la preuve que j'existe. C'est la preuve parce que vous me redonnez cette preuve-là. Quand je rencontre les gens et qui me disent que ça leur a fait du bien ce que j'ai dit, mais ils me donnent la... Ils viennent en fait me certifier qu'effectivement j'existe. Ils viennent de dire, mais voici, tu existes. Tu as fait quelque chose pour moi. Dans mes actions, dans mes gestes, dans ce que je fais pour l'autre, mais ça me renvoie l'importance que j'ai de m'accomplir puis que j'ai été important pour quelqu'un. Donc, à la fin de notre vie, ce qu'on va faire, c'est on va prendre nos petits-enfants sur nos cuisses et on va leur conter l'histoire de notre vie. Là. C'est la seule chose qui va nous rester. Et on va leur conter l'histoire des interrelations qu'on a eues avec les gens. Okay. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a eu, quel souvenir qu'on a vécu. C'est pour ça que la maladie d'Alzheimer est si difficile à vivre, non seulement pour la personne qui voit qu'elle commence à se déconnecter de la réalité, qui est quoi, ses souvenirs qu'elle a eu avec des gens qu'elle connaît maintenant. Quand ils ont leur lucidité et qu'ils réalisent que je m'en vais là, oh mon Dieu. Et l'autre point, c'est les gens qui les aiment, qui eux voient qu'ils perdent le lien de contact qu'ils ont ensemble, qui sont les souvenirs, puis ce qu'ils ont bâti ensemble. C'est cette relation-là, et c'est là que c'est difficile. Donc c'est une maladie très cruelle. Et de l'autre côté, la maladie la plus souffrante qui existe, c'est celle de la dépression. Il n'y en a pas plus souffrante. C'est la seule maladie pour laquelle certaines personnes vont aller jusqu'à s'enlever la vie. Et dans mes conférences, ce que je dis aux gens, je demande aux gens, il y a combien de personnes ici qui ont déjà eu mal au dos? Là, d'emblée, Louise, oh mon Dieu, tout le monde! Presque tout le monde lève la main. Fait que là, je dis, waouh, c'est merveilleux, avec une gang de maganés, vous prendrez des cartes d'affaires, j'ai des cliniques pour ça. Fait que là, les gens, je les invite, puis je suis heureux de ça. Des clients potentiels. Mais il y a une blague derrière ça, qui est celle-ci. Je dis tout de suite après, combien de personnes ici ont déjà fait une dépression? Personne ne lève la main. Et là, je dis, ben, c'est parce que notre société, on a fait une erreur. On a fait l'erreur de séparer santé physique et santé mentale, ou maladie mentale et maladie physique. Ça n'existe pas. C'est tous ensemble. On devrait seulement parler de santé, on devrait seulement parler de maladie. Et non pas de séparer le mental du physique, parce qu'à ce moment-là, on commence le jugement. On se sent jugé, parce que c'est comme la maladie mentale, encore aujourd'hui, on n'en parle pas. Les gens ne consultent pas assez des psychologues. Ouais. Les gens ne vont pas aller chercher ce qui pourrait les rendre plus heureux. Parce que de peur d'être jugé, de dire « Ah », et ça, c'est un préjugé qu'on a dans notre société, qu'on devrait éliminer. Et je crois que la première façon qu'on pourrait l'éliminer, c'est d'arrêter d'en faire une distinction entre la santé physique et la santé mentale, mais de parler tout simplement de santé globale, puis de maladie globale. C'est tout, sans parler. Ouais. Et là, on aurait plus peur de dire maintenant, oui, je souffre d'anxiété, oui. Parce qu'au Québec, c'est quand même drôle. Je demande aux gens qui a déjà fait une dépression parce que personne ne lève la main ou pris avoir des troubles paniques. Mais ils viennent tous te voir après pour dire oui, on en a, oui, exactement. Et pas juste ça, c'est que les médicaments les plus précis sont des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Donc, c'est pas eux autres qui les prennent les médicaments, c'est qui? C'est chiens et les chats. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les chiens se prennent la queue comme ça. Ils sont ces antidépresseurs. Ils sont super heureux, eux autres, là. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est ce qui fait, dans le fond, que il y a plein de gens qui viennent te voir, dans le fond. Comme tu disais, il y a des gens qui viennent te voir après les conférences. Moi, toutes les conférences que j'ai vues de toi, il y a toujours des gens qui sont allés puis ils faisaient la file pour aller te voir, là. Puis je pense que tu fais du bien à expliquer simplement, à vulgariser. Ce qu'on vit. Oui, exactement. Oui, mais parce que c'est moi le plus fucké de la gang. Okay. Je le dis constamment. La raison pourquoi je prends un stage puis je parle, c'est pas parce que je suis mieux que les autres, c'est juste parce que c'est moi qui est le plus fucké. Imaginez qu'on va dans un congrès d'alcooliques anonymes, quelqu'un prend la parole et dit « Je n'ai jamais pris d'alcool de ma vie, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. » Non, moi je peux vous le dire, dans ma vie, j'ai connu des moments difficiles, des moments où j'ai des frères, des sœurs, des frères et une sœur qui sont très bons à l'école. Moi j'avais beaucoup de difficultés à l'école, j'avais des problèmes d'apprentissage. Ensuite, j'ai vécu de l'anxiété énorme, justement de ne pas être capable de me rendre, puis d'avoir un diplôme universitaire, ça m'angoissait. Donc, j'ai vécu des moments d'anxiété énormes. J'ai fait même des migraines ophtalmiques. Il y avait plein de problèmes physiques qui se déclaraient chez moi parce que j'étais totalement épeuré de savoir si j'étais capable ou non de réussir mes études. Toi, c'était important pour toi de réussir les études? Parce que tu es rendu jusqu'en doctorat. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était comme de guérir la blessure de l'enfance. C'est les blessures de l'enfance qui sont souvent difficiles.
On a soit la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Puis pour moi, la blessure d'enfance, c'était, je me sentais comme si j'étais rejeté, abandonné. Parce que mes amis du primaire qui montaient à l'autre école, parce que je restais à la même école quand j'ai échoué, je perdais mes amis. Puis là, quand on est jeune, on a 8 ans, 9 ans, on se dit, ben qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça? Ouais. Puis ce que j'avais fait, ben c'est pas que j'étais turbulent, j'étais tannant, j'avais un déficit d'attention, mais pas avec hyperactivité, mais ma tête était toujours partout, sauf là. Assez que mes amis du temps m'ont appelé Pimpin. C'est mon surnom aujourd'hui. Il s'appelle Pimpin, c'est pour Merlin Pimpin, l'enchanteur. Ouais. Parce que j'étais toujours perdu dans mes rêves, dans ma rêverie, dans ma créativité. Puis ma vie, elle a changé à partir d'un moment où j'ai rencontré une sœur qui s'appelle Sarita Lanois, qui m'a rencontré au secondaire, en secondaire 3, parce que j'ai dit, moi ça au cégep. Puis elle m'a fait faire un petit problème de mathématiques, puis elle m'a dit, oh, elle dit, t'es créatif. C'est mieux que de dire, wow, t'es lent, ou t'es pas vite. Et je l'ai cru, puis ça a changé ma vie. Donc, aujourd'hui, on a écrit un livre récemment qui s'appelle le TDAH, pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial. C'est justement pour dire aux gens, il n'y a personne d'ordinaire au fond. On est tous spécial. Exactement. Puis c'est correct qu'on soit différent, c'est surtout correct qu'on apprécie nos différences. C'est dans nos différences qu'on crée quelque chose de beaucoup plus complet puis beaucoup plus performant ensemble. Ben, dans le temps, on les appelait les tannants pour les mettre dans le coin. Oui, c'est ça. Là, à ce temps, il y a comme des on les médicamente. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Moi, le monde ordinaire, il n'y en a pas beaucoup, mais les gens équilibrés, plates, qui mangent tout le temps la même chose toutes les semaines, je trouve ça plate. Que des fois, c'est correct d'avoir des gens un peu différents, un peu spéciaux. Puis c'est souvent ces gens-là qui vont amener un changement à notre société, mais c'est ceux qui vont subir souvent du jugement, des jugements des autres. Ouais. Donc, mais quand tu étais petit, là, puis que tu avais. J'étais encore petit. Quand tu étais plus jeune. Là, je suis petit puis gros. Très, très jeune. Quand tu étais au primaire, puis que justement, tu voyais tes amis aller à l'autre école, puis toi, tu restais là. Est-ce que tu avais dans le fond de toi l'idée de faire quelque chose de grand? Si tu étais rêveur comme ça? C'est drôle parce que dans mon album définissant de secondaire 5, il fallait écrire c'était quoi notre rêve. Puis moi, j'ai écrit, parce que je suis petit physiquement, j'ai écrit de devenir grand un jour. Et voilà. Et grand, pour moi, ça ne veut pas dire, il n'y a personne de plus grand qu'un autre. Mais plus je peux rayonner grand, plus je peux aider de façon grand, plus je peux aimer grand, plus je peux faire les choses grand, ben j'aurais su que j'ai accompli une certaine partie de ce que je voulais vraiment dans la vie. Ouais. Je crois, pour moi, vraiment qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut rêver, à ce qu'on peut faire. Il y a 750 000 personnes qui ont acheté le livre Le Secret. Puis c'est Michel Ferron qui l'a édité, qui est mon éditeur, en fait, sur Un monde différent. Puis Le Secret, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est lève tes fesses puis grouille-toi. C'est ça le secret. Fait que c'est pas juste de dire on rêve à quelque chose puis ça va arriver. Mais il y a des efforts à mettre, il y a un prix à payer, puis si on est prêt à faire ça, ben on va y arriver. Même si on n'arrive pas exactement à ce qu'on voulait obtenir, j'ai jamais vu personne qui visait un rêve qui se retrouvait être plus loin après. On monte toujours de toute façon, on s'approche de ce rêve-là. Peut-être que ce ne sera pas exactement comme vous l'avez vu, ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être différent, mais vous vous serez approché de quelque chose d'autre. Vous aurez appris dans ce processus-là. C'est pour ça que ça s'appelle apprentissage. Ouais. On devient un petit peu plus sage. Mais en restant tannant. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Parce que là, tu as dit échec au début. Oui. Tu as parlé d'échec. Mais là, en même temps, tu dis, il n'y a personne qui, en s'approchant d'un rêve, même s'il ne touche pas, tu viens juste de dire ça, qu'il ne retombe pas plus loin. C'est pas un échec. Fait que dans le fond, on a toujours... Parce que on a peur du jugement, on a peur de l'échec, on a peur du jugement de l'échec, on a peur de tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'osent même pas essayer à cause de ça. Mais il y a deux places où il y a des échecs. Soit parce que je n'ai pas essayé, ça c'est un échec. Oui, ça, carrément. L'échec de ne pas avoir même commencé. Oui. Et la deuxième place, c'est quand j'arrête. OK. C'est là l'échec. Parce que tant on s'entend que si j'ai un échec, c'est pas un échec si j'ai appris puis je continue par la suite. Dans les salles de conférence, je demande aux gens, il y a combien de gens ici qui n'ont jamais manqué leur coup dans leur vie? Il n'y a personne qui lève la main. Je dis, je suis bien heureux, il n'y a pas de menteur ici. Donc, toute notre vie, on a eu des échecs. Mais si vous regardez avec le passé, vous dites,
l'échec que j'ai eu dans ma vie, elle m'a amené ailleurs. Et aujourd'hui, je suis presque heureux d'avoir eu cet échec-là. La majorité des gens qui ont commis des échecs, qui ont eu des échecs assez sévères dans leur vie, se disent, avec du recul, aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose. Donc, c'est correct. L'autre point, c'est que l'échec n'existe pas vraiment. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Louise, lorsqu'on prend des décisions dans notre vie, à chaque décision qu'on prend, on s'attache à quelque chose et on se détache de quelque chose d'autre. Hein? Donc, à chaque fois que je décide, je renonce à quelque chose. C'est Jacques Salomé qui l'a dit, Léon Maurice qui voyage avec moi en parle tout le temps. Chaque décision, on renonce à quelque chose. Mais à chaque fois que je fais ça, je m'approche de ce que je veux un peu plus proche. Je le souhaite. Mais si toutefois, la décision que j'ai prise est la mauvaise décision, je le sais que à post-pori, après, là, je sais pas si ça dit post-pori, ça dit ça? Post-priori. Post-théorie. Tu vois-tu, une affaire de même. Oui, c'est ça. On le sait juste après. Post-théorie. C'est toi? Ok, ça a l'air bon. On va dire que c'est ça. En tout cas, on se comprend. Oui. On le sait seulement après. Lorsque j'ai pris cette décision-là, au moment où je l'ai pris, j'ai cru que c'était la bonne décision. Parce que si j'ai le choix entre deux décisions, et je me dis, ça c'est la bonne, ça c'est la mauvaise, je prends la mauvaise, je suis un imbécile. Ça va? Je prends la mauvaise décision. D'emblée, je décide, ça c'est la mauvaise décision, c'est elle que je prends. Pas bonne. Oui, au moment où je la prends. Non, au moment où je prends la décision, j'ai cru que j'ai pris cette décision-là parce que pour moi, avec ce que je connaissais à ce moment-là, c'était la meilleure décision à prendre. Sinon, j'aurais pris l'autre. Donc, quand je me juge par la suite, il ne faut pas que je me juge avec les connaissances et les faits que je sais aujourd'hui, mais avec ceux que j'avais à l'époque où j'ai pris ma décision. Exactement. Et c'est là que les gens se jugent trop sévèrement. Ils jugent les décisions qu'ils ont prises dans leur vie avec le recul et des faits qui sont différents aujourd'hui qui étaient à l'époque où ils les ont pris. Mais à chaque fois que je prends une décision dans ma vie, je prends toujours la meilleure. Je n'ai jamais vu personne dire « Ah, oh, ce matin, aussi, je suis tellement content. J'ai décidé de prendre la mauvaise décision. » Qu'est-ce d'épais? Non, tu es assez calme. Ben non, c'est ça. Il n'y a personne qui se lève en se disant ça. Exactement. Donc, les gens, ils prennent la meilleure décision qu'ils croient au moment où ils la prennent, mais ils se jugent avec ce qu'ils vivent plus tard. Ils disent « Ah, j'aurais pas dû prendre cette décision-là. » Mais non, dans ce temps-là, tu ne savais pas. C'est ça. Donc, c'était la meilleure décision de ce temps-là. Aujourd'hui, maintenant, tu ferais peut-être des choses différemment, mais tu n'avais pas toute l'information à ce moment-là. Ah, ouais. Ah, c'est bon. Je suis pas juste un sex symbole, là. Non! J'étais intelligent aussi, là. Oui! Les gens, quand je dis ça dans la conférence, je suis pas juste un sex symbole, là. J'étais intelligent aussi. Il rit. Mais il rit les deux fois. Je sais pas s'il rit parce que j'ai dit sex symbole ou intelligent. Ben, là, il y a quelqu'un dans la salle qui me dit. dit oui, c'est ça. Mais là, exactement. Écoute, hey. Sais-tu quoi? Mon chum, des fois, il me dit « Hey, ce gars-là, tu le trouves-tu beau? » Puis, sur le coup, il est beau, mais tu l'entends parler, tu fais « Non, il est pas beau. » Fait que là, toi, t'es beau. Oh, merci. Oui, vraiment. Merci. Ben, tu t'es dit qu'il est laid, mais quand on l'entend, c'est beau. C'est non, beau, c'est le contraire. C'est parfait. Écoute, regarde. Mais, OK, là, t'as dit, il ne faut pas lâcher. Moi, je vois la persévérance là-dedans, la détermination, tout ça. Puis, des fois, ben, justement, on se rend compte que la décision, c'était pas la meilleure. Au fur et à mesure qu'on avance dans quelque chose. Oui. Comment on fait pour arrêter? Parce qu'on dit souvent, just do it, lâche pas, nanana. Non. Un moment donné, le premier point, il y a de reprendre un autre chemin. Le premier point dans un livre que j'ai écrit, ça s'appelle Vivre ses rêves, pourquoi pas. Le premier pas, c'est toujours de se pardonner à soi. J'ai écrit un livre avec juste des pas, 3 lettres, PAS. Pourquoi? Pour prouver qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Tu sais, quand je dis fais pas ça, c'est négatif. C'est comme pas beaucoup. Mais fais un pas, ça veut dire que tu avances. Ouais. Donc, faire un pas, c'est très positif, c'est très, très positif. Ouais. Et fais le pas, c'est aussi c'est quelque chose que je fais pas. Donc, dans ce livre-là, le premier pas que je dis aux gens, c'est toujours pour avancer, c'est de se pardonner à soi. OK. On est dur avec soi-même. Si on se pardonne à soi, ce premier pas-là nous permet de pouvoir avancer. Donc, quand j'ai commis une erreur, c'est pas de dire qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, je fais une erreur, mais je me pardonne à moi autant que je pardonne à quelqu'un d'autre qui a fait une erreur, puis on avance. Dans ce pardon-là que je me donne, je ne resterai pas avec une culpabilité. Je ne resterai pas avec des faits qui vont me garder à l'arrière. Je ne vais pas être capable d'avancer. Est-ce que je le fais toujours moi, personnellement? Mais non. Et les gens vont se dire, Sylvain, dans tes conférences, dans tes livres, t'appliques-tu tout ce que tu fais? Non, je ne suis pas capable tout le temps. Si j'étais capable tout le temps, j'aurais pas eu besoin d'écrire ce livre-là. J'aurais pas besoin. Si on écrit un livre, c'est parce qu'on en sent le besoin aussi. Ouais. Est-ce qu'on est capable de suivre ça constamment? C'est impossible. Sinon, je ne me serais même pas intéressé à ce sujet-là. Si pour moi, d'emblée, je suis quelqu'un qui pense positivement, puis tout est tout le temps beau,
j'écris pas un livre sur de penser positivement. Ouais. Ça me traverse pas l'esprit, j'en ai pas eu besoin. Mhm. Si je le fais, c'est parce que ça m'interpelle. Si ça m'interpelle, c'est parce que j'en ai besoin. Donc, dans les conférences, quand je dis aux gens, la seule raison pourquoi je suis ici, c'est juste parce que c'est moi qui est le plus foqué de la gang. Sinon, Je me le répète à moi-même exactement. pour continuer à Puis je suis loin essayer de le dire, faire. voici, je vais vous dire comment ça se passe dans la vie, puis qu'est-ce qu'il y en a. Non, c'est des réflexions parce que pour moi, ça m'a aidé à vivre mieux, à suivre des cours, à aller écouter d'autres personnes, mais en même temps de former ma propre philosophie à moi. Mhm. Ma philosophie de ce que j'aime, de ce que je crois. Et ce que je dis habituellement, ben, je le dis avec mes convictions à moi. Est-ce que je me trompe? Parce que, oui, sûrement, des fois, je suis Mais incapable. t'as quand même une explication qui vient appuyer ce que tu racontes. Mais oui, puis même derrière mes blagues, puis mes jokes que je fais en conférence, puis les gens, dans mes conférences, ils vont rire, ils vont pleurer, puis ils vont réfléchir. Et effectivement, j'ai fait le truc. Exactement. À chaque fois. Et c'est ce que tout le monde, et à chaque fois, tu l'as vu plus qu'une fois. Puis tu m'as vu, puis souvent, c'est pas les mêmes conférences, je change de sujet, puis il n'y a jamais 2 fois où je fais exactement pareil. Mais il y a des choses que je suis incapable de passer à côté, qui sont la base, de bien se connaître, de dire, ben, d'arrêter de s'en faire pour rien, parce que de toute façon, on va tous mourir. Anyways, de ne pas se prendre trop au sérieux. Puis je parle dedans de la rectomyopie, des gens qui ont une nerf optique branchée dans le derrière, puis ils voient juste autant me revendre de la vie, puis ils font chier tout le monde. Mais ça aussi, j'en parle parce que pour moi, c'est important. On a beaucoup de gens qui tirent vers le bas, puis un jour, il faut qu'on se rallie ensemble et dire, OK, c'est assez. C'est assez, ça sert à rien. Ça amène juste les gens à être tristes, à avoir du malheur. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais on passe tellement de temps. Avec tout ce que tu viens de dire. Là. Mais on passe tellement de temps, Louise, à écouter les gens qui chialent tout le temps. Oui, c'est ça. Et on les écoute et on leur donne beaucoup d'attention. Puis comment qu'on fait pour s'en... Tu sais, je veux dire, des fois c'est notre frère, des fois c'est notre mère, des fois c'est notre père, des fois c'est notre cousin. C'est pas l'humain. C'est dire, ce que tu me dis en ce moment, c'est triste, mais ça ne m'appartient. Moi, ça, je peux pas le prendre. Fait que je te le redonne. Okay. C'est d'avoir cette sagesse-là, de dire à la personne. Et si vous êtes prêt à le faire, mais ne gardez pas un message qui est toxique pour vous. Écrivez-le, jetez-le. Puis dans un des livres que j'écris avec Léon Maurice, ça s'appelle On s'entend. C'est été écrit ensemble, puis avec vraiment une philosophie de Jacques Salomé sur la communication. C'est le fun parce que c'est le type de personnalité, puis comment on communique. Puis cette communication-là est beaucoup plus saine. De dire aux gens, regarde, ce que tu me dis, ça me fait de la peine, je ne le garderai pas, je le laisse. Puis de l'enseigner à nos enfants. Il y a 3 choses qu'on devrait mettre dans le sac à dos de nos enfants quand ils partent pour l'école. Mais on leur met une pomme peut-être, on leur met un iPad aujourd'hui, puis un cellulaire à côté. Puis là, ils s'en vont à l'école. Mais les 3 choses qu'on devrait mettre, là, ce serait l'estime de soi, une bonne confiance en soi, puis une bonne image de soi. Mais ça, si je demande des questions dans les conférences d'information que je fais avec les avocats, les ingénieurs, tout ça, là, je leur dis, c'est quoi l'estime de soi? Là, ils me donnent toutes sortes de réponses. OK, mais c'est parfait. Là, ils disent, c'est la confiance en soi. Je dis, OK, mais c'est quoi la confiance en soi? Là, à la fin, ils sont tous mêlés à savoir la différence entre 3 petits concepts faciles. L'évaluation, moi, c'est l'estime que je donne. Comment je m'évalue, parce qu'on se compare constamment ensemble. La confiance en soi, c'est l'évaluation que je fais de la tâche à accomplir. Okay. Donc, si la tâche que j'accomplis, je pense que ça va être facile, je vais me planter. C'est pas un excès de confiance, c'est un manque de respect pour la tâche. Ça n'existe pas, un excès de confiance. On ne peut jamais en avoir trop d'excès de confiance. Quand ça devient un excès de confiance, les gens ils confondent ça avec de l'arrogance. L'arrogance, c'est pas à l'intérieur de moi, l'arrogance, c'est à l'extérieur. La confiance, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est 2 choses complètement différentes. Mais souvent, ça semble être prêt pour les gens qui le revoient. Ils disent, il y a une ligne mince entre la confiance et l'arrogance. Non, la confiance est en dedans. Je n'ai pas besoin de le démontrer à tout le monde. Mais l'arrogance, quand je le fais, c'est parce que je ne veux pas que les gens viennent proches, parce qu'ils vont voir comment je suis vraiment vulnérable. Et moi, comme arrogant, je ne veux pas démontrer ma vulnérabilité. C'est 2 choses complètement opposées. Mais quelqu'un qui a confiance n'a pas peur de démontrer qu'il est vulnérable. Au contraire, ça ne vient pas ébranler sa confiance qu'il a en lui. Ça vient juste dire, voici, c'est ce que je suis. Et ça, pour être vraiment, vraiment vulnérable, il faut être vraiment, vraiment, vraiment confiant. Ouais, OK. Tu comprends? Moi, je sais où je suis. Puis je sais quelles sont mes forces, je sais c'est quoi mes faiblesses. Et je suis tellement en confiance que je peux te donner toutes mes faiblesses. Ça ne vient pas ébranler ce que je suis. Mais l'arrogant, lui, il ne veut pas faire ça. Parce qu'il veut t'éloigner de lui. C'est un chemin inverse. Fait que quand on dit Mon Dieu, qu'on en parle des affaires sérieuses. Là. Hein? Fait que quelqu'un Qu'est-ce que tu vas manger à midi? Je ne sais pas encore. Écoute, Parce que je vais manger probablement une salade. T'as beau, hein? Belle journée prétendre. On
on parle Une belle on parle de journée pour choses bien étendre, trop il sérieuses. pleut dehors. Oui, c'est vrai. On parle de choses vraiment profondes, Louise. Ben écoute, moi j'ai envie de te dire merci Ouais. de ce que tu as partagé parce que je pense qu'il y a beaucoup de pistes pour les gens qui justement, des fois, on se demande où on va avec tout ça. La vulnérabilité, on se rajoute tellement de couches pour avoir des protections, mais à un moment donné, la protection, c'est d'être peut-être soi-même. Ben non, il n'y en a pas de protection. Je me T'sais. protège de quoi? Ouais. Si j'ai confiance aux personnes avec qui je suis, pourquoi j'aurais besoin de me protéger? C'est eux qui vont me protéger. OK. Tu comprends? Ouais, ouais. Si les gens m'aiment vraiment pour ce que je suis, pour qui je suis, j'ai pas besoin de protection, ils vont me protéger eux-mêmes. Ouais. Vraiment, si vous êtes avec de bonnes personnes. Si vous êtes avec des personnes qui ont un cœur grand, comme l'univers, il y en a plein. Dans notre société aujourd'hui, là, il y a exactement 86% de ce qui nous vient comme message sont négatifs. Ah! 14% des messages qu'on Imagine. reçoit sont positifs. Mais aujourd'hui, dans une seule journée, l'être humain a plus d'informations qu'un être humain il y en avait il y a 100 ans dans une année complète. Oh, ouais. Oh, c'est ouais. beaucoup, hein? Ouais. Donc, est-ce que notre cerveau évolue à ce rythme-là? Non, impossible. Pour ça Donc, que... à partir de là, c'est pas vrai ce qu'on reçoit comme message que c'est tout négatif. C'est juste que parce que le négatif ne vend pas. Le positif ne vend pas. Tout ce qui vend, c'est négatif. Donc, si vous regardez les journaux, si vous regardez, c'est tout ce qu'il faut que ce soit spectaculaire. C'est des choses qui sont négatives. Mais les choses positives, vous allez voir un jeune garçon qui a poignardé une vieille dame pour lui voler sa sacoche. Ça, c'est dans les journaux. Ouais. Vous n'entendrez pas un jeune garçon qui a aidé une vieille dame à traverser la rue. Non. Pourquoi ce ne serait pas ça le message qu'on recevrait à la place? Et moi, je pense que, tu sais, là, on voit des gens là, qui commettent des crimes où ils vont aller prendre un fusil, tuer plein de personnes. Au fond, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir leur accomplissement, de se faire connaître d'une façon négative. Fait qu'on met leur nom partout. La première chose qu'on devrait faire comme C'est société, de pas le dire. c'est que ce soit anonyme. C'est que Un le nom de cette personne-là, ce criminel-là, point final, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le criminel a commis ça. Mais on ne dit jamais son nom, on nomme pas la famille, on nomme rien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se lanceraient à faire des crimes pour sortir anonyme, c'est ça. Effectivement. Parce que dans le fond, on valorise ça quelque part en l'achetant, en ci, en ça. Mais terrible, il y a des gens qui sont en prison qui ont des fan clubs. Oh my! Oui, ça existe, là. C'est comme ça, c'est la réalité. OK. On part-tu un fan club de positif? Je sais pas, je suis pas très... Ça serait quoi le titre de la conférence? Je suis pas très fan dans rien. Puis, moi, j'ai juste la chance que les gens, ils me payent pour dire mes niaiseries. À chaque jour, je me dis, wow, il y a un autre groupe que je vais aller rencontrer. Il y a des gens qui me payent, moi, pour entendre les niaiseries que j'ai à dire. C'est un privilège. Un privilège que je veux garder le plus longtemps possible et je suis prudent des niaiseries que je dis pour que lorsque je sors d'une salle, j'ai fait grandir les gens puis j'ai fait que ce soit plus rayonnant. Le reste, j'ai aucun contrôle sur le reste, mais lorsque les gens viennent, je ne crois pas détenir la vérité, je suis loin de là, j'ai zéro prétention sur ce que je fais, je suis juste choyé. Je les remercie, j'ai une gratitude énorme des gens qui viennent m'entendre et qui après viennent me dire « Wow, merci », ou ils me disent « Tu sais, mon gars de 17 ans va pas bien du tout, ça serait le fun qu'il ait un de tes livres », puis là je leur signe, puis je leur mets mon numéro de cellulaire dedans. Les gens, ils sont tout le temps surpris. Non. Moi, je suis pas très bon sur les médias sociaux parce que pour moi, des amis, ça se parle en personne. En personne. Ouais. Parce que 55% de la communication, c'est ce que je fais au niveau non-verbal. 38%, c'est l'intonation de ma voix. Ah, ouais! Ah, ouais! Oh! C'est la même chose. Et le 7%, c'est ce qui est écrit. Donc, seulement 7%. Donc, nos enfants, aujourd'hui, ont de la difficulté à se parler face à face. Ils sont capables de se texter sans problème. Mais derrière leur texto, ils se cachent beaucoup de ce qu'ils sont réellement. Parce que derrière un texto, c'est facile de dire des choses qui sont un peu plus méchantes ou plus... mais face à face, c'est beaucoup plus difficile. Puis, un des fléaux, c'est souvent des gens qui vont toujours prendre comme s'il y avait le côté du diable. C'est l'avocat du diable. Mais ça n'aurait pas existé, il me semble, à un moment donné, que tout le monde pourrait être d'accord de quelque chose.
Moi, je sais, Louis, je ne ferai jamais de politique de ma vie. Parce que je ne serais pas capable d'être assis en face, puis d'entendre des gens de l'en face dire quelque chose de très, très bien, puis de ne pas être en accord avec les autres. Moi, je me serais pas mis à le bout de dire ouais, c'est rare que vous avez dit tout de bon, ouais, bravo! C'est ça. Puis s'il y avait un imbécile sur le même banc que moi, je dirais, mais là, ce que tu viens de dire là, je trouve que c'est. Exactement, c'est ordinaire. ça, là. Même si t'es dans la même équipe que moi. Ouais. C'est ça. Mais pour avoir suivi un atelier avec toi en petit groupe, Oui. là, tes niaiseries font réfléchir. Ouais. Vraiment. Fait que c'est le fun. C'est le fun parce que tu dis des choses qui font réfléchir, qui font amener à aller plus loin, puis à nous faire évoluer, justement. J'aime beaucoup faire du mentorat en privé avec les gens. Ouais. J'aime ça quand on se retrouve deux, puis que je peux aider des gens pendant un an. Ça, c'est ce que j'aime le plus faire. Ça, puis les conférences avec le plus de monde possible, puis la télé. Ça, c'est le fun, c'est toucher le plus de monde. Et c'est le fun aussi de le faire pendant un an avec les gens, puis de les aider, puis les voir changer. Mm. Puis, c'est ça, j'ai pas la prétention de dire que c'est du coaching. Là. C'est plus un accompagnement. Là. On a plus du Oui, plaisir exactement. ensemble. Mais c'est un Mais on met accompagnement des- qui fait réfléchir. C'est ça. Donc, on trouve nous-mêmes les réponses. J'adore ça, faire ça. Exactement. C'est la partie que C'est j'adore super. le plus faire. En tout cas, merci beaucoup Merci. de ton partage. Écoute, Merci. ça a été vraiment, je pense qu'il y a bien des gens qui vont apprécier Ouais, ça me fait plaisir. Merci à toi ce que tu as délivré de faire aujourd'hui. tout ça. C'est tout le monde qui font des petits gestes comme toi, qui envoient des messages un peu plus positifs, on ne sait pas, là, quelqu'un peut-être en quelque part chez lui qui va écouter ça et va se dire ouais, wow. Puis on va peut-être avoir changé la vie d'une personne. Si on a fait ça, ben, On aura atteint un but, hein? ça valait la peine de s'habiller Exactement. chic un matin. Oui, exactement. C'est tout. Ben, merci Sylvain. Bye bye. Merci beaucoup à toi. Merci.